Bien, voilà, donc nous revenons donc à notre texte. Je disais donc que le texte portait sur le module L'homme et la science et le sujet d'essai est un essai en rapport avec science et liberté. Vous allez voir après. Donc, on va lire le texte. Donc, si quelqu'un parmi vous voudrait dire le texte, ou bien je vais le lire. Bien. Alors, les scientifiques, qu'ils soient issus des sciences humaines, sociales, exactes ou encore expérimentales, usent d'un langage bien à eux et manipulent les concepts si bien intégrés qu'ils ne pensent parfois même plus à les expliciter. Comme dans toute spécialisation, voire toute profession, ils développent un jargon qui rend la communication plus efficace entre eux, mais plus opaque à l'extérieur. Pourtant, ceux qui s'intéressent à la science ne sont pas exclusivement ceux qui en maîtrisent déjà le langage et les concepts. Dès le XVIIe siècle, les thèmes scientifiques constituent des sujets de conversation très en vogue dans les salons. Avec ses entretiens sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouillet de Fontenelle écrivit en 1686 ce qui peut s'apparenter à l'un des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique destinés cependant à un public très restreint. Dès lors, la vulgarisation, entreprise visant à rendre accessible au grand nombre des connaissances, les connaissances scientifiques, s'inscrit en premier lieu dans les livres et entre de fait dans les bibliothèques des particuliers. De nos jours, les vulgarisateurs prennent le visage d'écrivains, parfois chercheurs de métiers, de journalistes scientifiques dans la presse, à la radio, à la télévision ou sur le web, de médiateurs mettant en œuvre des animations dans les musées ou les associations, lors des fêtes de sciences ou dans les expositions qui peuvent aborder la science autant comme sujet principal qu'en filigrane. Et lorsqu'on interroge, pardon, ces acteurs sur leur activité, c'est souvent l'idée d'une mission, d'une nécessité de leur rôle qui ressort, presque toujours associé à un grand plaisir de communiquer sur les thématiques qui les passionnent personnellement. Ils ont ainsi la plupart du temps la volonté de rendre la science accessible, de l'intégrer à la culture commune et développent une démarche pédagogique dans leur discours avec le souci de réduire le fossé qui séparerait les savants des profanes. Ce fossé si fréquemment évoqué existe-t-il vraiment et si oui, quelle est sa nature? Le combler Serait-ce une ambition totalement folle ou au contraire réalisable? Scientifiques et vulgarisateurs tombent généralement d'accord. Les connaissances ne sont pas également partagées et la vulgarisation est essentielle. Ainsi, pour beaucoup d'entre eux, et souvent selon un idéal démocratique et humaniste, elle donnerait à chacun, à chaque citoyen, l'occasion de s'approprier un savoir lui permettant de mieux évoluer dans son environnement quotidien. En toute connaissance et conscience, l'appropriation de la méthode scientifique développant notamment l'observation, l'esprit critique, le scepticisme et l'objectivité devant les faits pourrait, quant à elle, rendre tout un chacun plus autonome, libre de se forger ses propres idées et opinions face à chaque situation. Faury, la vulgarisation réduit le fossé scientifique entre le non et non scientifique. Les scientifiques jouent-ils au dé? Idée reçue sur la science sous la direction de R.E. Hist et B. Lelu, édition Cavalier Bleu 2011. Bien. Donc maintenant, vous avez les mots qui sont expliqués. Trois profanes ici, personne qui n'est pas initiée à la science. Scepticisme, ce terme qualifie la disposition d'esprit d'une personne qui doute des idées et valeurs auxquelles elle est confrontée. Vous lisez bien les mots expliqués parce que ces mots sont essentiels à la compréhension du texte. Ensuite, à supposer qu'on lise le texte et que vraiment on soit stressé comme on l'est souvent quand on passe à un concours, eh bien, on on passe aux questions pour voir si dans les questions, il n'y aurait pas des réponses qui pourraient nous initier à répondre de manière assez cohérente. Alors, compréhension. Qu'est-ce qui fait que la science n'est l'apanage que des scientifiques? Deux, ça c'est la première question. Deux, quel bienfait la vulgarisation a-t-elle procuré aux non-scientifiques? Trois, de quelle manière les vulgarisateurs perçoivent-ils leur mission? 4. Quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Quelle utilité ce dernier en tire-t-il? Vous voyez, donc le barème est très serré, 2,5, 2,5, 2,5 et 2,5, voilà. C'est bon, 5, voilà.
10, très bien. Bien, on peut lire l'essai aussi pour justement avoir une idée sur le texte, parce que le texte peut éventuellement, enfin, l'essai peut nous éclairer sur le texte. L'appropriation de la méthode scientifique pourrait rendre tout un chacun plus autonome, libre de se forger ses propres idées et opinions face à chaque situation. Pensez-vous qu'on puisse établir un lien direct entre l'appropriation de la méthode scientifique et le développement d'une pensée autonome et libre? Donc, vous voyez, ce sont les deux modules, science et liberté, qui sont liés. On verra après, on reviendra à l'essai. Donc maintenant, essayons de nous concentrer sur le texte. Le texte, donc, qui quand même est un texte de réorientation et qui n'est pas comme les textes du bac que vous avez l'habitude de lire et qui sont plutôt accessibles. C'est un texte qui porte une réflexion sur les scientifiques, tous les scientifiques, qu'ils soient issus des sciences humaines, des sciences exactes, expérimentales, et puis leur langage, à quoi sert-il? Est-ce qu'il est important de comprendre le langage scientifique? Est-ce qu'on a besoin d'ouvrages de vulgarisation? Voilà. Donc, le premier paragraphe, on le relit pour essayer de comprendre la première question. Qu'est-ce qui fait que la science n'est l'apanage que des scientifiques? Alors, justement, beaucoup d'élèves vont me dire, Madame, j'ai pas compris de l'apanage de. Bon, je relis le texte et je lis la première question et je relis le premier paragraphe et j'essaie de voir que pourrait signifier cette expression de justement l'apanage de, qui va être normalement, je crois, répétée 2 fois. On va la voir hein, dans les questions. Alors, les scientifiques, qu'ils soient issus des sciences humaines, sociales, exactes ou encore expérimentales, usent d'un langage bien à eux. Donc, un langage bien à eux et manipule des concepts si bien intégrés qu'ils ne pensent parfois même plus à les expliciter. Alors, est-ce que la science n'est l'apanage que des scientifiques? C'est-à-dire, est-ce que ce langage est spécifique au... le langage des scientifiques n'est justement l'apanage que des scientifiques? Comme dans toute spécialisation, voire toute profession, ils développent un jargon qui rend la communication plus efficace entre eux, mais plus opaque à l'extérieur. Eh bien oui, très bien, oui. Le langage scientifique est quand même l'apanage des scientifiques. Bien sûr, vous l'avez ici, bien à eux, on va souligner les mots hein, qui essaie de nous indiquer. Alors, un jargon, que signifie le mot jargon? C'est un langage spécifique, comme voilà, entre eux. Donc, c'est un langage qui leur est réservé à eux. Un jargon veut dire langage spécifique. Je peux avoir un jargon littéraire, je peux avoir un jargon scientifique, un jargon médical. Donc, c'est le langage qui est propre, propre à chacun d'entre nous, c'est-à-dire à chaque spécialité. Voilà, hein, le jargon. Mhm. Voilà. Donc, bien. Euh, oui, bien. Alors, donc pour la première question, qu'est-ce qui fait que la science n'est l'apanage que des scientifiques? Pourquoi est-ce qu'elle n'est l'apanage que des scientifiques? Eh bien, tout simplement, en raison de quoi? De son langage spécifique. Donc, le mot jargon, vous allez le mettre. Hein. Bien, oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Use d'un langage bien à eux. Vous avez l'expression use d'un langage bien à eux. Hein, être l'apanage d'eux, c'est être le propre d'eux. Donc, oui, les scientifiques usent d'un langage qui est la science, ce n'est l'apanage que des scientifiques. Oui, la science est l'apanage des scientifiques en raison du langage justement spécifique. Donc, on répond à cette question. Donc, essayez d'être méthodique, même si parfois vous avez l'impression que le texte est un petit peu difficile, mais vous pouvez pas à pas essayer, pas à pas, de répondre correctement. Alors, première question, donc, on répond à la première question. Hein, essayez d'être exhaustif. Elle est sur 2 points, donc vous allez on va dire, l'étayer. Hein. La science est souvent, donc on fait dire au texte ce qu'il dit, on ne fait pas du paratexte.
Et souvent, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux que je vois sur Facebook, je vois vos commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez faire des commentaires. Alors, souvent, l'apanage, hein, l'apanage de, on peut la reprendre, hein, l'expression, l'apanage des scientifiques. En raison, voilà, vous l'avez écrit, ceux qui me suivent aussi bien dans le groupe que sur Facebook, en raison du langage spécifique. C'est donc le jargon du langage spécifique, du langage spécifique et du jargon, donc, qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Le vocabulaire associé à des concepts complexes et bien intégrés dans leur domaine de spécialité, bien sûr, dans leur domaine. D'où le fait d'avoir besoin de vulgarisation. Dans leur domaine, rend la compréhension, rend la compréhension, rend la compréhension de la science difficile pour ceux qui ne sont pas initiés. Pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas initiés. Les scientifiques sont tellement habitués, vous pouvez expliciter votre réponse, hein, sont tellement habitués à ce langage, notions spécifiques, à ces notions, qu'ils n'éprouvent pas toujours le besoin, qu'ils n'éprouvent pas toujours le besoin de les expliciter, n'éprouvent. C'est pour ça qu'on a dit que la question, hein, la science n'est l'apanage que des scientifiques. Voilà. Ces notions qu'ils n'éprouvent pas le besoin ou pas toujours le besoin, pas toujours le besoin de les expliquer. Bon, c'est un article, hein, ceux qui, ceux qui creusent un fossé entre eux et le grand public. Entre eux et le grand public. Oui, Marwa, tu peux écrire cette réponse, elle est juste aussi. Entre eux et le grand public. Voilà, voilà, jargon. Hop, on met jargon entre guillemets, puisqu'on a cité le texte qui rend la communication. Voilà, oui, tu peux, Marwa, écrire juste cette réponse-là. Bien. Voilà. Donc, et pour la deuxième question, donc on passe à la deuxième question.
quel bienfait la vulgarisation a-t-elle procuré aux non-scientifiques? Vous allez me dire, madame, mais le terme vulgarisation, on ne sait pas ce que c'est, nous? Eh bien, on va essayer de comprendre parce que le mot vulgarisation, il est expliqué dans le texte. Donc, il faut éviter de dire, ah, je ne comprends pas, je ne sais pas, parce que c'est un peu on va dire, je vais dire les pièges de l'aréo. Et le vocabulaire est assez quand même, on va dire, soutenu. Donc, il faut une certaine maîtrise. Mais c'est pas grave, même si vous ne maîtrisez pas ce langage-là, eh bien, vous allez le trouver dans le texte. Donc, ne vous affolez pas. Voilà. Pourtant, ceux qui s'intéressent à la science ne sont pas exclusivement ceux qui maîtrisent déjà le langage et les concepts. Dès le XVIIe siècle, les thèmes scientifiques constituaient des sujets de conversation très en vogue à la mode, hein, dans les salons. Avec ses entretiens sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouillet de Fontenelle écrivit en 1886 ce qui peut s'apparenter à l'un des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique, destiné cependant à un public très restreint, c'est-à-dire très limité. Dès lors, la vulgarisation entreprise visant à rendre, bon là il y a une petite faute, à rendre, aïe, euh, hmm, à rendre voilà, à rendre accessible au grand nombre les connaissances scientifiques, s'inscrit en premier lieu dans les livres et entre de fait dans les bibliothèques des particuliers. Voilà. Alors, la vulgarisation, c'est ça. Donc, vous allez souligner en rouge. Voilà. Et après, bon, vous allez avoir votre réponse, hein. Donc, quel bienfait la vulgarisation a-t-elle procuré aux non-scientifiques, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas des scientifiques, comme les littéraires ou les artistes ou autres, ces livres de vulgarisation, généralement, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage de vulgarisation? Les ouvrages de vulgarisation, vous avez des dictionnaires, vous avez des textes documentaires qui explicitent un phénomène, des livres de médecine, etc. Hein, ou bien en mathématiques, vous avez des explications. Voilà. Donc, le bienfait de la vulgarisation, qu'est-ce qu'il a procuré aux non-scientifiques, comme vous et moi, enfin comme moi par exemple, qui n'est pas une scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous a procuré? Eh bien, il va nous faciliter la compréhension. La vulgarisation, elle permet de dépasser le cloisonnement du savoir en rendant accessibles des notions qui étaient avant réservées aux scientifiques. Nous, Blouza, très bien. Oui, très bien. Non, on peut mettre la justification. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez justifier, bien sûr. Alors, deux. Donc, deuxièmement, alors très bien. Alors, la vulgarisation, vulgarisation, ça vient du grec vulgare qui signifie peuple. Donc, vulgare, c'est mettre à la portée de tous, à la portée du grand public, hein. La vulgarisation, vulgariser une œuvre, c'est la rendre accessible. Vulgarisation, la vulgarisation a permis aux non-scientifiques. Donc, je ne tourne pas autour du pot, je vais directement à la réponse, d'accéder à des connaissances, comme l'a écrit votre camarade, autrefois réservées, alors, autrefois réservées aux spécialistes ou aux experts. Autrefois réservées, oui, réservées aux spécialistes. Aux spécialistes, voilà, ou bien aux experts hein, dans le domaine. Bien. En rendant la science, en rendant la science, on essaie de développer quand même son idée, comme ça on montre qu'on a bien compris, en rendant la science plus accessible. Donc, la science, c'est vraiment toutes les disciplines, hein. Vous l'avez en haut, sciences humaines, histoire, sociologie, psychologie, sociale, exactes, les mathématiques, ou encore expérimentales, les sciences naturelles, la biologie, hein, tout cela. D'accord? Bien, la science plus, alors en rendant la science plus accessible,
Elle offre au grand public, elle offre au grand public la possibilité, la possibilité de comprendre les concepts scientifiques. Voilà. Donc, de nous familiariser avec le langage scientifique, de les intégrer, de les intégrer dans leur culture générale. Voilà. Et ainsi, voilà, on peut mettre la phrase que vous avez, à savoir celle que j'ai soulignée, dès lors, entreprise visant à rendre accessible au grand nombre les connaissances scientifiques s'inscrit en premier lieu dans les livres et entre le fait dans les bibliothèques. Hmm. Et puis vous avez un peu plus haut les thèmes scientifiques constitués des sujets de conversation très en vogue dès le XVIIe siècle, tout cela grâce à la vulgarisation. Voilà, donc on peut mettre cette citation dès le XVIIe siècle, donc le siècle de Descartes, le siècle rationaliste, le siècle de la pensée et des sciences aussi, de l'émergence des sciences. Les thèmes scientifiques étaient très à la mode. Les thèmes scientifiques constituaient des sujets de conversation très en vogue dans les salons. Voilà. Et vous pouvez mettre ou bien cette justification-là, ou bien dès lors, entreprise visant à rendre accessible au grand nombre, mais ça, on l'a déjà expliqué. Voilà. Bien. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. On passe donc à la question suivante. Oui. De quelle manière les vulgarisateurs perçoivent-ils leur mission? Alors, de quelle manière les vulgarisateurs perçoivent-ils leur mission? Mhm. Réponse? Oui, qui veut répondre? Alors, donc, vous voyez, ça procède dans l'ordre chronologique, hein. Oui. Alors, de nos jours, les vulgarisateurs prennent le visage d'écrivains, parfois chercheurs de métiers, de journalistes, scientifiques dans la presse, à la radio, à la télévision ou sur le web, de médiateurs mettant en œuvre des animations dans les musées ou les associations, lors des fêtes de sciences ou dans des expositions, qui peuvent aborder la science autant comme sujet principal qu'en filigrane. Alors, comment, justement, de quelle manière les vulgarisateurs perçoivent-ils leur mission? Quelle est, justement, la portée de leur travail, de ce travail qui est destiné euh, à expliciter, justement, le savoir scientifique? Oui, je vous écoute.
Qui voudrait participer? Sarah, tu veux participer? Vous voulez parler? Vous pouvez lever la main. Oui, Sarah, Hélène? Allez, vas-y. Oui, Sarah? Bonjour, Sarah? Oui? Bien. Alors, oui. De quelle manière les vulgarisateurs perçoivent-ils leur mission? Bien. Oui, alors, les vulgarisateurs voient leur mission comme une nécessité et souvent comme un plaisir personnel, hein. De nos jours, les vulgarisateurs prennent le visage d'écrivains, parfois chercheurs, de métiers, de journalistes scientifiques dans la presse, etc., de médiateurs, de médiateurs. Donc, ce sont des médiateurs. Donc, ils le font pour essayer d'aider autrui donc à comprendre, mettant en œuvre des animations dans les musées. Voilà, ou des associations lors des fêtes, hein. Et lorsqu'on interroge ces acteurs sur leur activité, c'est souvent l'idée d'une mission, donc vous l'avez en bas, d'une nécessité de leur rôle qui ressort. Nécessité. Ils trouvent que leur rôle est nécessaire. Ils sont là pour expliciter aux autres donc le savoir, presque toujours associé à un grand plaisir de communiquer. Donc vous avez ici l'expression grand plaisir. Donc ils le font, ils le perçoivent comme un quelque chose qui leur procure hein, donc du plaisir, sur des thématiques qui les passionnent personnellement. Donc, c'est un travail passionnant, en fait, que font les vulgarisateurs, hein. Ils ont ainsi, la plupart du temps, la volonté de rendre la science accessible. Donc, on va dire, leur mission, ils l'aperçoivent comme étant quelque chose qui leur procure un plaisir personnel parce que justement, ils vont faire partager ce savoir à tout le monde et que cette culture va être commune. Donc, même ceux qui ne sont pas initiés, eh bien, les profanes vont avoir une connaissance des domaines scientifiques. D'accord, c'est pas grave. Bien, très bien. Alors, donc, la réponse à la question numéro 3. Donc, voilà. Les vulgarisateurs. Si vous voulez répondre, vous levez la main, hein. Je vous donne le micro, hein. Je vous laisse la parole. Les vulgarisateurs voient leur mission comme une nécessité, et souvent comme un plaisir personnel. Ils l'aperçoivent comme une démarche, comme une démarche pédagogique et humaniste. Pédagogique, pédagogique et humaniste visant à réduire, à réduire la distance entre les savants et les profanes. Leur objectif est de rendre la science accessible
accessible à tous. Et d'en faire un élément de la culture commune, ce qui témoigne de leur volonté de partager leur passion pour les sciences et de contribuer et de contribuer à une société plus informée. Voilà, ainsi nous avons étayé notre réponse, hein, en justement nous inspirant de ce qui a été souligné, d'accord? De l'intégrer à la culture commune, vous l'avez ici. Mhm. On peut même mettre entre guillemets, culture commune, voilà. Et développe une démarche pédagogique dans leur discours avec le souci de réduire le fossé qui séparait les savants et les profanes, c'est déjà dit. Voilà. Bien. Donc, finalement, la réponse, elle doit être exhaustive. On doit emprunter au texte, mais on doit également essayer d'être fidèle à l'idée du texte sans trop paraphraser. Donc, je relis la question, la réponse. Les vulgarisateurs voient leur mission comme une nécessité et souvent comme un plaisir personnel. Ils la perçoivent comme une démarche pédagogique et humaniste visant à réduire la distance entre les savants et les profanes. Leur objectif est de rendre la science accessible à tous et d'en faire un élément de la culture commune, ce qui témoigne de leur volonté de partager leur passion pour les sciences et de contribuer à une société plus informée. Voilà. Bien, donc voilà la question. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, on termine la quatrième question. Ensuite, je vous laisse la parole. Oui? Bien. Alors, question numéro 4. Quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Quelle utilité ce dernier en tire-t-il? Donc là, nous avons une question. Hop, c'est la dernière question. L'accord. Alors, scientifique tombe généralement d'accord. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les questions sont dans l'ordre chronologique, bon, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans ce sujet, enfin, je veux dire, ce texte, les questions sont bien planifiées. Elles vont dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire linéaire, hein. On descend, voilà. On a scientifique et vulgarisateur tombent généralement d'accord. Et là, vous avez quel avantage l'accord conclu entre scientifique et vulgarisateur. Donc, il s'agit du dernier paragraphe. Oui. Alors, les connaissances ne sont pas également partagées. La vulgarisation est essentielle. Mhm. Une réponse? Oui. Bien. Donc, scientifiques et vulgarisateurs tombent généralement d'accord. Les connaissances ne sont pas également partagées et la vulgarisation est essentielle. Ainsi, pour beaucoup d'entre eux, et souvent selon un idéal démocratique et humaniste, elle donnerait à chaque citoyen l'occasion de s'approprier un savoir lui permettant de mieux évoluer dans son environnement quotidien, en toute connaissance et conscience. L'appropriation de la méthode scientifique, développant notamment l'observation, l'esprit critique, le scepticisme et l'objectivité devant les faits, pourrait quant à elle rendre tout un chacun plus autonome.
libre de se forger ses propres idées et opinions face à chaque situation. Alors, on essaie de répondre à la première partie de la question. Quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et fournit-il à chaque citoyen? Alors, vous avez ici, oui, elle donnerait à chaque citoyen. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas reproduire la phrase telle qu'elle est, mais essayer de la reformuler. J'aimerais bien. Donc, elle donnerait à chaque citoyen l'occasion, le mot occasion de C. Hmm. Hein. Alors, de s'approprier un savoir lui permettant de mieux évoluer dans son environnement quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle va fournir à chaque citoyen? Qu'est-ce que, justement, scientifiques et vulgarisateurs vont fournir à chaque citoyen? La possibilité de mieux évoluer très bien dans sa vie personnelle, d'améliorer son expérience vitale. Oui, quoi d'autre? Très bien. Mhm. Allez-y, je vous écoute. Oui. Elle fournit l'occasion de s'approprier un savoir lui permettant de mieux évoluer dans son environnement, voire dans sa vie personnelle. Oui, très bien. Donc, finalement, scientifique et vulgarisateur, euh, l'avantage euh, l'accord, plutôt le compromis entre scientifiques et vulgarisateurs, est de fournir aux citoyens un moyen d'appréhender leur environnement, de pouvoir avoir accès au savoir scientifique et finalement de pouvoir également, oui, se familiariser à quoi? Mhm. Quelle utilité ce dernier en tire-t-il? Alors, grâce justement à la méthode scientifique, à cet esprit scientifique où on parle d'observation, d'esprit critique, hein, parce que la méthode scientifique utilisée dans les sciences expérimentales, dans les mathématiques, donc les sciences exactes, les sciences physiques, eh bien, la méthode, celle justement qui consiste à raisonner, hein, à faire intervenir la logique, le raisonnement, elle va donc entraîner le fait que le citoyen va observer, aiguiser son esprit critique, voilà, en développant, hein, la méthode scientifique développe notamment l'esprit critique, le scepticisme, on doute, on ne croit plus tout ce qu'on nous dit à la lettre, et l'objectivité, c'est l'objectif des sciences, hein, en général, devant les faits. Voilà. Et donc, cet esprit critique que nous allons avoir, parce qu'après on va déboucher sur l'essai, eh bien, il va nous permettre d'être plus libres et autonomes dans nos idées, dans nos pensées et face à des situations peut-être des fois un peu difficiles. Donc, voilà, c'est exactement cela contribue à l'échange culturel et favorise la communication. C'est beaucoup plus que la communication et l'échange culturel, c'est le texte, Mariam Chabouni, c'est le texte, c'est-à-dire cela favorise la réflexion, l'esprit critique, la remise en question et peut-être pouvoir se forger une personnalité libre et autonome. Voilà, c'est surtout ça.
Donc, comme l'a dit tout à l'heure avoir des idées sur les sciences assure à chacun d'entre nous de donner son mieux ou d'évoluer. Voilà, l'évolution. Mais ça, c'est la deuxième partie donc de la question. Donc, une question très pertinente, c'est quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Donc, chaque citoyen pourra mieux appréhender son environnement. D'accord? Donc, c'est grâce aux études scientifiques, même si on ne va pas devenir des scientifiques ou des gens férus de sciences ou de maths, eh bien, on a tous étudié les mathématiques euh, au lycée, on a tous étudié les sciences physiques et les sciences expérimentales, et ça nous a servi surtout à forger l'esprit d'observation, l'esprit, la méthode scientifique, la démarche scientifique, celle de voir que les choses peuvent objectivement être là ou ne pas être là. Donc, c'est une manière de se libérer de certains préjugés aussi scientifiques, hein, et de pouvoir avancer. Et donc, cette méthode, cette démarche que l'on a dans les sciences, eh bien, on peut la retrouver dans notre vie de tous les jours. Et comme ça, on ne se fait pas avoir par des charlatans ou des gens qui affirment à tort et à travers des données. D'accord? Voilà. Donc, merci Tissem, merci hein, pour ton commentaire. Voilà donc. Donc, question numéro 4. Soyez donc vigilants. Il y a deux parties. C'est quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Et la deuxième partie, quelle utilité ce dernier en tire-t-il? D'accord? Donc, vous avez, c'est quand même une question ramifiée. Elle n'en a pas l'air, mais elle est ramifiée. Hum. Donc, je descends pour voir le barème. C'est 2,5 aussi. Hein. C'est 2,5. Hein. Voilà. Quel avantage l'accord conclu entre scientifiques et vulgarisateurs fournit-il à chaque citoyen? Quelle utilité ce dernier en tire-t-il? 2,5. Mhm. Bien, voilà. Donc, cet accord, c'est un texte très intéressant hein, sur donc, le savoir, l'apport des sciences dans notre vie, on va dire, de tous les jours, même après avoir été élève ou même étudiant. Donc, on perd rien. Il y a toujours quelque chose qui peut servir à quelque chose, on va dire, même si on ne devient pas des spécialistes. La spécialisation, c'est autre chose. Hein. Donc, cet accord entre scientifique et vulgarisateur offre à chaque citoyen un accès facilité à des savoirs scientifiques, à des savoirs scientifiques lui permettant de mieux appréhender son environnement. Appréhender, comprendre. Hein. En se familiarisant en se familiarisant avec la méthode scientifique, c'est le fameux mot de l'appropriation de la méthode, méthode scientifique, entre guillemets. Alors, cette fameuse méthode, donc, on peut mettre entre parenthèses et entre guillemets,
Elle consiste en l'observation, observation, esprit critique, scepticisme, scepticisme, hein, c'est le fait de douter, hein. Quelqu'un de sceptique, c'est qu'il ne croit pas, il émet toujours le doute, hein. La donne peut changer. Scepticisme et l'objectivité. L'observation, l'esprit critique, esprit critique. Bon, je vais reprendre tel quel. Pardon. Donc, l'esprit, le scepticisme et l'objectivité devant les faits. Parenthèse. Chaque individu, en se familiarisant avec la méthode scientifique, chaque individu peut devenir libre et autonome. Libre et autonome. Peut devenir, peut devenir plus autonome. Attendez. Peut devenir plus autonome. Attendez. Plus autonome. Plus autonome et capable, c'est ça, qu'est-ce qu'il peut en tirer, hein? Quelle utilité ce dernier en tire-t-il? Est capable de former ses propres opinions. Donc, vous voyez combien la méthode scientifique est intéressante pour chacun d'entre nous. Et c'est elle qui a contribué à forger notre esprit libre. Cela favorise le développement de citoyens éclairés, capables de faire des choix. Donc, capables de faire des choix. C'est ce qu'on nous dit à la fin, hein, des choix en connaissance de cause. Parce qu'ils ont beaucoup appris, parce qu'ils ont beaucoup lu, parce qu'ils ont euh, lu des œuvres de vulgarisation de cause, en connaissance de cause, et de participer activement et de manière critique
parce qu'ils vont exercer leur esprit critique et de manière critique à la vie démocratique et de manière, voilà, vous avez chaque situation, voilà, et de manière critique à la vie démocratique. Voilà. Donc, la question numéro 4. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de passer justement à le scepticisme, c'est le doute. Hein. C'est le doute, être sceptique. Je ne sais. Ah, scepticisme, c'est écrit en bas, Marois. Tu as en bas, scepticisme. Ce dernier qualifie la disposition de l'esprit d'une personne qui doute des idées, voilà, et valeurs auxquelles elle est confrontée. Donc, vous lisez bien les mots que vous avez en bas. Hein, tout le paratexte est très important. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Si vous voulez écrire, vous écrivez. L'essentiel, au début de la réponse, où est-ce que c'est le scientifique? En se familiarisant avec la méthode scientifique, chaque individu peut devenir cet accord entre oui, très bien, merci, entre vulgarisateur et scientifique, oui. Merci. Alors, cet accord entre scientifique et vulgarisateur offre à chaque citoyen un accès facilité à des savoirs scientifiques lui permettant de mieux appréhender son environnement. En se familiarisant avec la méthode scientifique, et le stylo commence à m'énerver, la méthode scientifique, l'observation, l'esprit critique, le scepticisme et l'objectivité devant les faits, chaque individu peut devenir plus autonome et capable de former ses propres opinions. Cela favorise le développement de citoyens éclairés, capables de faire des choix en connaissance de cause et de participer activement et de manière critique à la vie démocratique. Bien, voilà donc la réponse à la question numéro 4. Vous avez des questions? Si vous n'avez plus de questions pour la compréhension, on peut passer à l'essai. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que la compréhension, en apparence, les questions sont assez concentrées, assez condensées. Vous avez 2,5, 2,5, 2,5, donc il faut vraiment essayer d'être exhaustif, concis et de ne pas justement reproduire le texte, mais de décrire avec vos propres mots. Oui, et qu'est-ce qui n'est pas bon? Amara? Oui, tu peux lever la main, tu peux participer, hein. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bien. Bah, si l'étude de texte, c'est ça, alors qu'est-ce que vous allez me dire pour le reste? Mhm. Ah, tu as dit c'est bon, madame, merci. D'accord, d'accord. Merci. Non, c'est bon, madame, d'accord. Très bien. Merci à vous. Alors, on passe donc à l'essai. Donc, comme la séance, elle ne dure qu'1 heure et demie, je sais que faire un essai, c'est quasiment, enfin, ensemble, c'est quasiment impossible. On va donc débattre du sujet d'essai. Et je vous ai donc, j'ai prévu donc un essai, on va dire, déjà écrit en détail. Donc, voilà. Alors, l'appropriation de la méthode scientifique pourrait rendre tout un chacun plus autonome, libre de se forger ses propres idées et opinions face à chaque situation. Donc, à supposer que vous ayez cette citation, vous allez dire, oh madame, mon Dieu, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire par là. Mais je crois qu'on l'a comprise puisqu'on vient juste de l'expliciter.
rendre tout un chacun plus autonome, libre de se forger ses propres idées et opinions. Comme quoi, la méthode scientifique, le raisonnement, hein, par la logique ou par la déduction ou par l'absurde, eh bien, il va tôt ou tard me donner l'opportunité de réagir, de réfléchir et puis surtout de me libérer et de me libérer, bien sûr, de beaucoup de choses dans la société, surtout, hein, de me forger une personnalité libre et autonome, hein, devant chaque situation. Alors, on vous pose la question, pensez-vous qu'on puisse établir un lien direct entre l'appropriation de la méthode scientifique et le développement d'une pensée autonome et libre? Voilà, alors la question, on va y répondre. Alors, vous allez me dire, madame, est-ce que, comme d'habitude, quel plan va-t-on adopter? Alors, pour le plan, vous allez suivre le bon sens, la logique, hein. Il n'y a pas un plan vraiment toujours, je vais dire, classique, parce que tout essai a sa spécificité. Ici, vous avez le fameux pensez-vous que. Donc, normalement, on va vous demander votre opinion, votre point de vue. Mais je pense qu'il est aussi préférable de dire d'avancer d'autres arguments. Par exemple, ici, pensez-vous qu'on puisse établir un lien direct entre l'appropriation, c'est-à-dire être familiarisé avec la méthode scientifique, la familiarité, et le développement d'une pensée autonome et libre? Est-ce que parce qu'on a fait des maths, ou parce qu'on a fait des sciences physiques, ou parce on a été initié aux sciences, est-ce que c'est pour cela on va être plus autonome et libre dans notre vie? C'est ça. Donc, normalement, on serait tenté de dire oui. Pourquoi alors euh, aurait-on eu toutes ces disciplines au lycée si ce n'est pour nous, si ce n'est pour nous donner une manière de réfléchir, déguiser notre esprit critique. Si on fait des maths, c'est surtout pour aussi sonder notre esprit logique. Si on a fait de la physique ou des sciences, c'est sonder l'esprit critique, mais aussi la curiosité. C'est aussi mettre fin à des préjugés. Donc, tout cela est intéressant. Mais est-ce que la démarche scientifique à elle seule, elle nous permet d'être libres et autonomes? N'y a-t-il pas des limites à cette démarche scientifique? Est-ce qu'elle est... oui, merci pour la définition du scepticisme. Le scepticisme est une attitude pour Madame Latifa Benchefida et une attitude de doute ou de remise en question face à des affirmations, des croyances ou des idées, souvent en raison d'un manque de preuves ou de fondements solides. Voilà, exactement, le scepticisme. Donc, généralement, il est amené par ces disciplines-là qui nous invitent à réfléchir sur sur les faits et à les remettre en question. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile quand même. Vous allez dire oui, on est pour l'appropriation scientifique, on est pour la méthode, elle va nous aider à être libres et autonomes. Mais qu'est-ce qui nous rend sceptiques aussi, à part les sciences? Il y a d'autres domaines qui peuvent aussi nous amener, hein, nous amener à être libres et autonomes. Lesquels? Et où il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup de... et que si bah, justement on ne les a pas fait, bah, c'est difficile. Les expériences vitales, c'est-à-dire l'expérience de la vie, d'accord? Quoi d'autre? L'histoire, les sciences humaines, très bien. Oui. Quoi d'autre? Bah, il y a les matières que vous faites, les matières essentielles pour la réflexion, pour stimuler justement notre esprit critique, notre rigueur, hein, qu'on trouve surtout dans le domaine de la philosophie, hein. La philosophie est par excellence la discipline qui nous invite à réfléchir, à tout remettre en question. La lecture, merci Bayen, très bien, oui. Donc lecture, littérature, tout cela nous amène aussi à être libre et autonome. Ces tranches de vie, ces lectures, etc. Bon, là, on va pas faire, oui, c'est plutôt, on va plutôt donner les limites justement de cette thèse en disant que finalement, même si on est extrêmement vigilant, si on a l'esprit critique, eh bien, finalement, eh bien, il y a des choses qui nous dépassent. Lesquelles? Bon, je vais aller plutôt pour ce plan-là.
quelles sont les choses qui peuvent nous dépasser et qui peuvent dépasser cet esprit critique, qui peuvent peut-être même nous manipuler ou bien être, même pas nous manipuler, mais être plus fort que nous, même si on réfléchit, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Même si on raisonne, même si on est des matheux, même si on est excellent, etc., eh bien, il y a des hein, qu'est-ce que la méthode scientifique ne peut pas faire? Exactement, le dogmatisme, le fanatisme. On peut être dogmatique, même si on n'est pas dogmatique, Charles, on peut aussi être, on va dire, on a des croyances et on ne peut pas les enlever. On a une culture et cette culture, eh bien, même avec un esprit critique, eh bien, elle est ancrée en nous. On ne peut pas la remettre en cause. On a une religion, c'est notre religion, même si euh, elle peut éventuellement, parfois, on peut être sceptique, eh bien, on ne va pas la remettre en question. Voilà. Il y a aussi, on ne peut pas grand-chose aussi contre les médias, tu m'as parlé de dogmatisme, on peut parler du dogmatisme à l'époque de l'Église, à l'époque de Galilée, par exemple. Eh bien, il ne pouvait rien contre le dogmatisme, le pauvre Galilée, hein, et il a même été condamné à mort, hein, et pourtant, il a essayé de lutter pour un esprit libre. Donc, des fois, il y a des forces plus fortes. Tout dépend du milieu, tout dépend de l'époque, etc. Aujourd'hui, nous avons, plus que l'Église, on a un autre moyen qui peut nous porter préjudice. Lequel? À tout le monde, hein, pas uniquement à une seule personne. Quel est justement le pouvoir qui aujourd'hui peut manipuler notre pensée, nos idées, notre façon de voir les choses? Et surtout, si on est démuni, on n'est pas très cultivé. Oui, oui, je vous écoute. Les, les médias, bien sûr, les médias. Les médias, le pouvoir médiatique, il a le pouvoir de manipuler notre vision des choses. Même si on croit être, on va dire, intelligent et qu'on a un esprit critique et qu'on remet en question, eh bien, souvent, les médias manipulent notre façon de voir, manipulent nos idées, exactement les fausses informations, manipulent notre idéologie et peut nous imposer même des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'accepte pas. La société aussi, merci, la société, les traditions, euh, on va dire, les normes sociales, des fois, eh bien, elles sont plus fortes que même notre esprit critique. On aimerait bien ne pas céder, mais on ne peut pas parce qu'on a un moule. Et le moule, eh bien, on ne peut pas y déroger. Si on transgresse le moule, eh bien, on va être jugé. D'accord? Bien. Oui. D'accord? Bien. Donc, je vais vous lire le sujet d'essai, hein, le plan. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez. Si vous avez aussi des suggestions, je suis là. Voilà, très bien, vous avez bien réagi en tous les cas. Alors, je descends. Donc, l'essai, il est là, il est prêt. On en a discuté. Donc, maintenant, on va justement travailler l'essai. Je vais vous le dire. Et si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc, j'ai essayé de vous donner, de varier le maximum les exemples pour que vous puissiez bien comprendre le sujet. Alors, dans un monde saturé d'informations et d'opinions divergentes, ça, c'est l'introduction, hein. euh, Dans un monde saturé d'informations et d'opinions divergentes, la capacité à penser par soi-même est essentielle. La méthode scientifique fondée sur l'observation, l'expérimentation et l'objectivité semble être un outil privilégié pour développer une pensée autonome et critique. En apprenant à remettre en question les affirmations non fondées, à nous baser sur des faits véritables, elle nous permet de nous affranchir des préjugés et des manipulations. Mais peut-on réellement établir un lien direct entre l'appropriation de la méthode scientifique et le développement d'une pensée libre et autonome? Maintenant, on annonce le plan, hein. Si on peut, on le fait. Bon, c'est un essai, c'est pas une dissertation. Normalement, ça, c'est l'essai. Il est un petit peu plus court que la dissertation, hein. Mais vous pouvez mettre votre annonce de plan, comme ça, c'est plus clair.
Hein. Nous verrons dans un premier temps comment l'appropriation de la méthode scientifique favorise le développement d'une pensée autonome et critique, en encourageant l'esprit d'analyse et la remise en question des idées reçues. Puis, dans un second temps, nous mettrons en lumière les limites de cette démarche en soulignant l'influence des facteurs sociaux, culturels et émotionnels sur la formation des opinions. Alors, première partie, la méthode scientifique, un levier essentiel pour une pensée autonome. Argument 1, la méthode scientifique développe l'esprit critique et le discernement. Voilà. Donc ça, c'est le premier argument qu'on va développer. Voilà. L'un des principaux atouts de la méthode scientifique est qu'elle apprend à douter de ce qui est affirmé sans preuve et à analyser les faits de manière rationnelle. En nous incitant à confronter nos croyances aux réalités mesurables, elle nous permet de prendre du recul face aux idées reçues et aux discours biaisés. Ainsi, au lieu d'accepter passivement une information, une personne formée à cette démarche cherchera à la vérifier à travers des sources fiables et des preuves tangibles. Voilà, donc on ne tombe pas dans le piège de, on va dire, de l'acceptation de l'information de manière littérale, sans remise en cause. Exemple scientifique, l'intelligence artificielle et les biais algorithmiques. Alors, avec l'essor de l'intelligence artificielle, de nombreuses inquiétudes ont émergé quant à son objectivité et à son impact sur la société. Certains considèrent l'IA comme une technologie neutre et infaillible, mais une approche scientifique permet d'analyser les biais algorithmiques qui peuvent influencer les résultats. Par exemple, plusieurs études ont montré que certains systèmes de reconnaissance faciale sont moins précis pour les personnes de couleur en raison d'un entraînement sur des bases de données non diversifiées. En appliquant la méthode scientifique, les chercheurs ont pu démontrer ces biais, incitant ainsi à l'amélioration des modèles et à une utilisation plus responsable de l'IA. Un exemple contemporain, bon, je varie les exemples, vous pouvez n'en mettre qu'un seul. Bon, je varie les exemples pour que vous ayez une idée plus, on va dire, plus globale de la question et surtout de l'argument. Hein. C'est donc la méthode scientifique développe l'esprit critique et le discernement. Alors, un exemple contemporain, la désinformation sur les vaccins, par exemple. Un autre exemple marquant est la propagation de fausses informations sur les vaccins, notamment durant la pandémie de la COVID-19. De nombreuses théories complotistes ont émergé affirmant que les vaccins étaient dangereux ou inefficaces, souvent sans fondement scientifique. Or, l'approche scientifique impose une analyse des essais cliniques, des études statistiques et des données sanitaires pour évaluer leur efficacité. Par cette démarche, il devient possible de faire la distinction entre une crainte infondée et une réalité étayée par des faits. Voilà. Bien. Une petite transition pour passer au deuxième argument. On peut aussi faire une transition pour le deuxième argument. Si la méthode scientifique permet de développer un esprit critique en nous apprenant à questionner les informations et à nous appuyer sur des preuves, elle joue également un rôle clé dans l'ouverture d'esprit en nous poussant à ajuster nos opinions face à de nouvelles informations. Donc, il manque le mot information ici. Hein, de nouvelles informations. Voilà, à de nouvelles informations. Bien. La méthode scientifique favorise l'ouverture d'esprit. Donc, le premier argument, la méthode scientifique favorise l'esprit critique et de discernement. Et le deuxième argument, la méthode scientifique favorise l'ouverture d'esprit et la flexibilité intellectuelle. On devient plus souple, on est plus ouvert, etc., au débat, aux échanges. Donc, loin d'être figée, la méthode scientifique repose sur l'adaptabilité et la remise en question constante des connaissances. Contrairement au dogme ou aux vérités absolues, elle ne prétend pas posséder de certitudes immuables, mais évolue au gré des découvertes et des avancées de la recherche. Ainsi, une pensée façonnée par la démarche scientifique n'est pas rigide, hein, c'est-à-dire elle n'est pas dure, elle est flexible. Elle accepte la possibilité de se tromper
et valorise la réévaluation des idées en fonction de nouvelles preuves. Cette capacité à remettre en question ses croyances et à ajuster sa compréhension du monde est essentielle pour développer une pensée libre et éclairée. Exemple historique, Galilée et l'héliocentrisme. L'histoire de Galilée illustre parfaitement cette remise en question des connaissances établies. Galilée va remettre en question les connaissances établies grâce à l'application de la méthode scientifique. Au XVIIe siècle, la vision dominante du monde reposait sur le géocentrisme, selon lequel la Terre était au centre de l'univers. Or, grâce à ses observations astronomiques et à l'utilisation du télescope, Galilée a confirmé la théorie de Copernic selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Bien que ces conclusions aient été appuyées par des preuves scientifiques, elles ont été violemment rejetées par l'Église qui défendait une lecture dogmatique du cosmos. Ce conflit illustre bien l'opposition entre une pensée fondée sur l'autorité et une pensée scientifique ouverte aux révisions. Voilà ce qui a coûté la vie donc à Galilée. Un exemple littéraire, celui de Candide de Voltaire, que vous avez peut-être étudié en classe. Dans son conte philosophique, Candide, Voltaire met en scène un personnage initialement convaincu par la doctrine de son précepteur, Pangloss, qui lui répète que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais au fil de ses aventures, Candide est confronté aux horreurs de la guerre, aux injustices et aux souffrances humaines, ce qui l'amène progressivement à remettre en question cette vision naïve et déterministe du monde. Son évolution illustre le processus même de la pensée scientifique. Il abandonne une croyance préconçue à mesure qu'il accumule des expériences et des observations contradictoires. Voilà, donc vous avez plusieurs exemples. Vous avez l'exemple historique, l'exemple littéraire, et à vous de voir quel exemple vous allez mettre, parce que vous laissez quand même, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est pas comme pour la dissertation où vous pourriez éventuellement on va dire, ajouter des exemples. Transition. Toutefois, si la méthode scientifique favorise l'indépendance intellectuelle, elle ne suffit pas toujours. Certaines questions ne peuvent être résolues uniquement par des faits et l'être humain reste soumis à des influences sociales et culturelles. Voilà, maintenant on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire que l'indépendance intellectuelle, la démarche scientifique, des fois, elle ne suffit pas devant les influences sociales dont j'ai parlé tout à l'heure et culturelles. Donc, grand 2, deuxième partie, les limites de la méthode scientifique dans la construction d'une pensée totalement libre et autonome. Un, premier argument, une méthode qui ne s'applique pas toujours aux questions éthiques et subjectives. Bien que la méthode scientifique soit un outil puissant pour comprendre les phénomènes naturels, et expliciter le monde, elle n'est pas adaptée pour répondre aux questions qui relèvent de l'éthique, de la subjectivité ou des croyances individuelles. Certaines questions, notamment celles relatives à la morale ou à la spiritualité, échappent aux seuls critères scientifiques de preuve et de vérification. On n'a pas toujours des preuves, on ne peut pas toujours vérifier toutes les questions spirituelles, métaphysiques ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, éthiques. Des fois, eh bien, ça nous échappe. C'est par convention, on accepte dans notre société certaines choses. La science peut certes nous fournir des faits et des explications objectives, mais elle ne peut pas dicter ce qui est bien ou mal, ni ce qui devrait être moralement acceptable ou inacceptable. Ces domaines nécessitent des réflexions philosophiques et éthiques qui dépassent le cadre purement scientifique. Exemple littéraire, 1984 de George Orwell, c'est un roman. Dans son roman dystopique 1984, George Orwell explore les dangers de la manipulation de l'information et de la pensée dans une société totalitaire. La science et la technologie sont utilisées non pour libérer l'individu, mais pour le contrôler à travers les téléécrans, la réécriture de l'histoire et la manipulation des faits. Le régime empêche toute pensée autonome en imposant une vision rigide et répressive de la réalité. Dans ce contexte, la science devient un instrument de pouvoir au lieu d'être une source d'émancipation, émancipation-libération intellectuelle, ce qui illustre la limite de la méthode scientifique face aux questions éthiques et à la liberté de penser. Exemple historique, les débats bioéthiques.
Un autre exemple des limites de la méthode scientifique dans la pensée autonome concerne les débats bioéthiques. Des avancées comme le clonage ou la manipulation génétique soulèvent des questions complexes qui ne peuvent être résolues uniquement par des données scientifiques. Si la science peut démontrer la faisabilité de telles pratiques, elle ne peut pas déterminer si elles sont moralement acceptables ou ce qu'elles signifient pour l'avenir de l'humanité. Ce sont des discussions philosophiques et éthiques qui doivent intervenir pour juger des conséquences sociales, culturelles et spirituelles de ces avancées. Voilà, hein, le clonage, c'est quand même une affaire d'éthique, hein, et de religion. Puis, même sur le plan sociétal, c'est quand même assez, c'est une question assez difficile à aborder. Donc, les débats, là, un scientifique que je ne pense pas qu'il puisse tolérer de telles pratiques. Alors, transition. Si la méthode scientifique peut nous guider dans la recherche de la vérité objective, elle est cependant limitée lorsqu'il s'agit de traiter de questions morales et subjectives. De plus, même lorsqu'un individu applique cette méthode, il reste soumis à des influences extérieures qui entravent parfois, font obstacle, hein, qui entravent parfois sa capacité à penser librement. Deuxième argument, une autonomie entravée. Entravée, c'est-à-dire obstruée ou limitée par les influences sociales et médiatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et médiatiques, c'est où ça? Attendez, désolé. Et médiatique. Voilà. Une autonomie entravée par les influences sociales et médiatiques. Même en adoptant une démarche scientifique, les individus ne sont pas à l'abri des influences sociales et médiatiques. Nous sommes constamment exposés à des pressions culturelles, à des jugements sociaux et à des idéaux imposés par les médias qui influencent fortement notre perception du monde et nos décisions. La pensée rationnelle peut être mise à mal par des facteurs émotionnels ou sociétaux, limitant ainsi l'autonomie intellectuelle. Exemple contemporain, l'impact des réseaux sociaux, par exemple. L'essor des réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, a conduit à une véritable obsession des standards de beauté et de réussite. Même si des études montrent que ces plateformes génèrent des effets négatifs sur l'estime de soi, comme la comparaison sociale, l'anxiété et l'addiction, nombreux sont ceux qui continuent à suivre les idéaux visuels et comportementaux véhiculés par ces réseaux. Les utilisateurs sont influencés par des images de perfection qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui sont pourtant largement diffusées et acceptés comme des modèles à atteindre. Cette pression sociale empêche souvent une réflexion libre et indépendante sur la valeur de soi et des critères de réussite personnelle. Donc, les réseaux sociaux et leur impact représentent donc un véritable, je vais dire, une véritable source de manipulation et de déterminisme à l'échelle individuelle, surtout pour les jeunes adolescents, pour les ados, pour certaines personnes qui ont quand même, sont assez vulnérables encore. Bien. Exemple, l'effet des algorithmes sur les décisions des utilisateurs. Alors, un exemple scientifique d'actualité concerne l'effet des algorithmes de recommandation sur les choix des utilisateurs. Par exemple, des études ont montré que les algorithmes utilisés par des plateformes comme YouTube ou Netflix influencent fortement les décisions des utilisateurs en leur proposant du contenu basé sur leurs précédentes vues. Cela crée des chambres d'écho où les individus sont exposés uniquement à des opinions similaires aux leurs, limitant ainsi leur capacité à découvrir de nouvelles idées et à penser de manière autonome. Même si ces algorithmes sont conçus de manière objective, ils peuvent restreindre la diversité des informations accessibles, ce qui affecte la liberté de penser. Transition vers la conclusion. Ainsi, bien que la méthode scientifique voit un excellent moyen, soit, pardon, ainsi bien que la méthode scientifique soit un excellent moyen de cultiver l'esprit critique, elle ne peut à elle seule garantir une pensée totalement libre, car elle est confrontée à des influences extérieures et à des dimensions subjectives qui échappent à sa portée. Conclusion. La méthode scientifique est un puissant moyen d'émancipation intellectuelle, libération, émancipation, hein, permettant de développer l'esprit critique, la rigueur et l'ouverture d'esprit. Elle nous aide à résister aux manipulations et aux préjugés en encourageant une réflexion fondée sur des faits solides plutôt que sur des croyances non vérifiées. Cependant,
Son efficacité doit être nuancée, certaines questions échappent à son domaine d'application et l'être humain reste influencé par ses émotions ainsi que par son environnement social et culturel. Ainsi, bien que l'appropriation de la méthode scientifique soit essentielle pour développer une pensée plus autonome et libre, elle ne suffit pas à elle seule. Il est également nécessaire d'adopter une réflexion critique sur nos propres croyances et de reconnaître les limites de la science face à des sujets plus subjectifs. Dans ce monde en constante évolution, comment pouvons-nous allier rigueur scientifique et ouverture aux autres formes de pensée pour atteindre une réflexion véritablement libre et éclairée? Voilà, donc j'ai terminé la lecture de l'essai. Si vous avez des questions, je suis là. Hein, normalement, l'essai, on en a parlé, on en a discuté juste avant. Alors pour ceux qui passent le concours, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Les transitions, vous avez plusieurs transitions, elles assurent la cohérence entre ce que je dis précédemment et ce que j'annonce. Donc, faire une transition vers la conclusion, c'est très bien, si on peut la faire, si on a le temps. Généralement, on vous a appris au lycée à faire une transition plutôt entre les deux parties, mais on peut faire même des petites transitions, même entre les arguments, pour pouvoir montrer l'évolution, la progression de notre travail. Bien, alors je suis là. Si vous avez des questions, sinon on a terminé notre séance. C'est comme vous voulez. Allez-y, je vous écoute. Oui, alors. Mhm. Bien. Alors, pour les élèves qui passent les réos et que j'ai... oui. Est-ce que vous avez des questions sur l'essai? Vous pouvez intervenir. Hein, vous avez compris le sujet. Hein. Donc, quand on comprend le sujet, on peut le traiter chacun à sa manière. Bien sûr, l'essentiel, c'est d'avoir, d'évoluer, de faire une démonstration logique et de démontrer ce qu'on a mis dans l'introduction, parce que ça, c'est très important. À l'introduction, c'est la base, hein, c'est-à-dire que vous allez annoncer ce que vous allez, votre travail, ce que vous allez faire. Et c'est généralement chacun, c'est personnel, hein, chacun a sa façon de voir, mais bien sûr, il faut être dans le sujet, il ne faut pas faire du hors-sujet. Alors, je remonte pour l'introduction. Voilà. Donc, dans l'introduction, vous avez les parties. Hein. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions, ça, c'est la phrase d'ordre général. D'accord? Ensuite, en apprenant à remettre en question les informations, mais peut-on établir un lien direct? Ça, c'est le sujet. D'accord? Ensuite, donc ici, vous avez l'amorce. Ça, c'est l'amorce. Hein, c'est la phrase d'ordre général. Ici, vous avez l'insertion du sujet avec problématique. Et puis là, à partir de nous verrons, vous avez l'annonce du plan. L'annonce du plan qui peut être facultative lorsqu'il s'agit d'un essai. Dans la dissertation, elle est quasi obligatoire, mais si vous pouvez le faire, pourquoi pas? Hein, d'accord? Voilà, si vous êtes sûr hein, de ce que vous allez avancer. Voilà, nous verrons dans un premier temps comment l'appropriation de la méthode scientifique favorise le développement d'une pensée autonome et critique, en encourageant l'esprit d'analyse et la remise en question des idées reçues. Puis, dans un second temps, nous mettrons en lumière les limites de cette démarche, en soulignant l'influence des facteurs socio-culturels et émotionnels sur la formation des opinions. Si vous n'avez pas l'annonce du plan, c'est pas grave pour laisser. Hein, vous pouvez vous contenter de poser la question de la problématique. Mais peut-on réellement établir un lien direct entre l'appropriation de la méthode scientifique et le développement d'une pensée libre et autonome? Voilà. Si vous avez des questions, je suis encore là. Sinon, bah, je vous remercie pour votre attention et surtout pour avoir été nombreux à me suivre. Merci Sarah pour ton ta remarque. Merci à vous. Voilà, je vous dis au revoir et merci pour avoir été présent. Allez, au revoir à tous. Merci, merci à tout le monde. Fatma, Latifa, à toutes mes collègues hein, que je vois en ligne. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir à tous. Merci, merci pour avoir été là.
Au revoir.